il y a un manque flagrant, on manque de conseillers financiers au Québec. Il faut que la technologie soit là pour aider, pour supporter le conseiller, parce que sinon, les gens n'auront pas de conseils. C'est ce qui m'a motivé, entre autres, à participer à l'aventure avec Félix, avec Emma, c'est parce que ça prend des façons différentes de servir certaines strates de clients qui ne seront pas ou plus servis dans le futur rapproché, parce qu'il n'y a simplement pas assez de conseillers. Vous écoutez Les Pros de l'assurance, présentés par Emma Assurance Vie. Bonne écoute! C'est le premier épisode de notre saison 2 aux Pros de l'assurance. Félix, comment ça va? Ça va super bien, puis on commence ça en force avec quelqu'un qui, pour moi, a toujours été un mentor dans l'industrie. Oui, si tu me permets, là, je le présente. J'aimerais ça, tu sais, voir si les gens peuvent deviner à l'avance de qui il s'agit. Il a 31 ans derrière la cravate comme conseiller financier. Il est président, là, c'est un gros indice, le président de Mika Cabinet de services financiers. Il a aussi son propre cabinet, Lumos Services financiers, qui dessert une clientèle de 50 familles en affaires. C'est un homme occupé et il est avec nous ce matin. Gino Sébastien Savard, merci infiniment de prendre le temps de venir nous jaser. Ça me fait plaisir, merci. On est vraiment choyés, puis je disais 31 ans d'expérience, on a quand même tous commencé quelque part. Pourquoi est-ce que justement tu débutes pas en nous donnant un aperçu de qui tu es et d'où tu viens, d'où tu as commencé? Bon, d'entrée de jeu, je suis un petit Gaspésien dont le grand-papa était assureur-vie pour Assurance Vie Desjardins à Matane. OK. Donc c'est de là que tout part. Mon grand-père était assureur-vie. Mon père a fait un bac en enseignement, a enseigné 2 ans pour se rendre compte qu'il n'était pas fait pour ça. Alors, il s'est en allé en assurance-vie. Et ensuite, a développé une clientèle d'affaires déjà, a travaillé, s'est formé plus, a fait son droit par la suite, sa maîtrise en fiscalité, tout ça, pour travailler avec des entrepreneurs. Le problème qu'il y avait, il y avait un problème de produit. Parce qu'à l'époque, tout le monde était agent, tout le monde travaillait pour une compagnie d'assurance. Alors, il a découvert à un moment donné qu'Industriel Alliance faisait signer des contrats, on appelle ça en bon français, des one case contracts avec des agents d'autres compagnies pour utiliser leurs produits si jamais c'était propice là, à leur clientèle. Alors, mon père a fait ça une fois, est parti de Sainte-Luce où on habitait, puis s'est en allé à Québec, a étudié produits, a signé un contrat, a vendu un produit d'Industriel Alliance pour se rendre compte que l'avenir était au courtage et pour décider de déménager sa petite famille à Québec pour démarrer un cabinet de courtage en assurance de personnes qui s'appelle Mika. Donc, mon père a démarré ça en 86, j'avais 16 ans. Au lieu de me verser, de continuer à me donner une allocation pour mes lunchs à l'école, il a dit, tu vas venir faire le ménage au bureau. Fait que j'ai commencé à 16 ans comme concierge chez Mika Services financiers. J'ai été le premier employé. Et comme je m'amuse à le dire, je personnifie le rêve américain. Donc, j'ai commencé concierge dans l'entreprise, puis maintenant, je suis président. J'adore ça. Ça, c'est bon parce que ton père te l'a pas donné facile, là. Il t'a dit, regarde, on va commencer par la base, puis tu vas apprendre chacune des étapes. Ouais, puis c'est ça. Non, il me l'a pas donné facile, mais il était très motivé à ce que je perdure dans l'entreprise. Donc, ça a été une super belle collaboration. Lui et moi, là, c'était une super belle aventure. On a travaillé étroitement pendant 14 ans ensemble, mais dès le départ, je trouvais que je gagnais pas assez, puis parce que j'ai commencé à temps plein en janvier 91 avec lui. Puis mon père m'a dit, ben c'est pas dur, si tu veux faire plus, ben tu as juste à rencontrer des clients. J'ai dit, OK, fait que j'ai fait mes permis, puis c'est là que j'ai commencé tout de suite comme conseiller financier, principalement en assurance là, à l'époque. Là. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé comme conseiller. Puis très rapidement, ben,
je travaillais autant comme conseiller financier que pour Mika, là, puis ça a été comme ça pour les 15-20 premières années de ma carrière. Puis, est-ce que le fait, parce que là, tu sais, t'es le fils de, donc ça vient avec des avantages et des inconvénients, là. Il y a comme un bagage aussi qui te suit. Est-ce que pour toi, ça a été un tremplin? Tu sais, on le disait, ton père ne te l'a pas donné facile, mais en même temps, tu sais, tu travaillais avec lui. Est-ce que ça a été difficile pour toi, ça? Oui, ça a été difficile. Au départ, mon arrivée dans l'entreprise familiale s'est pas faite facilement à partir du moment où puis je suis arrivé un peu par accident là, pour lui donner un coup de main temporairement. Puis finalement, je suis resté. Il s'est ouvert un poste qui m'intéressait. Tu sais, à l'époque, l'entreprise était très petite. Là, papa avait 4 employés. Puis mais, euh, mais c'est ça. Puis quand j'ai eu cette opportunité-là qui me plaisait, puis que je l'ai pris, bon, ben, je n'ai pas entendu juste des choses agréables. Il y a plein de monde qui disait que je l'avais parce que Ouais. j'étais le garçon de Denis, puis parce que, bon, ben, fait que ça n'a pas été facile, mais ma façon de réagir face à ça, ça a été de leur montrer que j'allais torcher ce job-là, puis que c'est moi qui, s'il n'y aurait jamais de service comme il y en aurait avec moi au poste. Donc, c'est pas facile, mais je l'ai fait. Puis ça a été aussi quand même assez difficile de me faire un prénom dans cette industrie-là, parce que mon père était très, très, très connu. Mais je l'ai fait, puis j'ai toujours été très, très fier, justement, de ce que papa avait puis a réalisé dans l'industrie d'assurance et des services financiers. Donc, ça ne me portait pas ombrage. J'étais très heureux d'être le fils à Denis. Puis, comme il a été très fier là, au moment où il s'est fait dire « Ah, vous êtes le père de Gino », là, ça, il a été bien, bien content de ça. Ouais, la roue tourne, hein? Mais je suis Exactement. curieux. Puis, il arrive la même chose avec ma fille maintenant, qui est dans l'industrie, puis qui se démarque, puis qui fait beaucoup d'efforts, elle aussi, pour l'industrie. Fait que c'est la roue tourne. Mais je serais curieux, Juno, parce que j'aime ça qu'on parle de ce sujet-là, parce que souvent on parle que, bon, ton père est dans l'industrie, il y a une clientèle, puis là, toi, comme jeune conseiller, ben, tu vas reprendre cette clientèle-là, tu sais, ça peut paraître plus facile, du moins, on va dire qu'il y a comme un plancher qui est déjà là, fait que ça va t'empêcher de tomber complètement à terre, mais quand même, on dirait à chaque fois que tu vas rencontrer un client, ben, veux pas, tu vas toujours être comparé au père. Ah, ben ton père, lui, faisait ça pour moi. Ah, ton père, lui, il se déplaçait. Ah, ton père, lui, c'était tous des papiers, puis il prenait le temps de tout m'expliquer. Puis là, comme jeune conseiller qui marche dans le fond, un peu dans les pas de son père, faut qu'il te fasse ton nom, faut qu'il te fasse ta propre méthode, t'as des idées innovantes, tu vas faire ta propre vision de ta business puis de l'industrie. C'est quoi les conseils que tu aurais à un jeune conseiller qui reprend un peu la business de son père, d'un oncle, d'un membre de la famille, d'un conseiller senior pour faire sa Il marque? y a, il y a différentes façons de procéder. Il y a pas, je ne crois pas qu'il y a une méthode unique. Pour ma part, ça a vraiment été de, de travailler vraiment dans la continuité parce qu'on partageait vraiment la même vision d'entreprise, lui et moi. Donc, j'ai pas, ça n'a pas été la théorie You want to be a king, kill the king, là, comme il y en a qui vont faire, qui vont vraiment briser complètement le moule, puis se faire vraiment leur propre chemin de façon très différente lorsqu'il y a un clash de personnalité ou de style entre le conseiller senior puis le conseiller junior. Pour ma part, ça n'a pas été ça. C'était vraiment dans la continuité. Les clients trouvaient qu'il n'y avait pas beaucoup de différence finalement dans le langage, dans l'approche, dans la façon de faire, mais ça a été moi. J'ai vu plusieurs conseillers dans ma carrière reprendre la relève de leur père en étant diamétralement opposés puis que ça fonctionne très bien. Ce qui est important, c'est de se respecter soi-même, de ne pas essayer d'être quelqu'un qu'on ne sera pas. Donc, essayer d'imiter son père quand on ne pense pas comme lui, ce n'est pas une bonne idée. C'est vraiment pas une bonne idée. On est mieux d'adopter notre propre style. Il faut être soi-même si on veut être heureux dans la vie. Ouais, Donc, parce que puis sinon, c'est très les important. clients vont le sentir aussi, là, c'est ça l'affaire. Ben oui, c'est ça. Exactement. Exactement. Donc, il faut se respecter soi-même, s'organiser pour avoir du fun parce que c'est tellement un beau métier. C'est un métier où on peut avoir énormément de plaisir.
mais il faut se respecter. Alors, c'est mon conseil. Puis comme je vous dis, pour ma part, ça a été facile parce que j'ai marché dans les pas, puis dans les traces, puis ça m'a jamais dérangé, bien au contraire. Là, c'était naturel pour moi. Y a-tu des choses comme jeune conseiller Gino, tu regardais ton père, c'était-tu par l'observation que tu as vu que tu partageais la même vision, ou c'est par des conversations là, comme très très ciblées sur la vision, sur le futur de l'entreprise, de la relation client? J'ai appris en regardant, en écoutant. J'ai passé des heures assis dans son bureau à l'entendre parler avec des clients, assister à des activités, à des rencontres avec lui. C'est comme ça, c'est vraiment comme ça que j'ai appris. Puis comme je vous dis, je me sentais très, très bien dans sa façon de faire. Ça me venait naturellement. Alors, c'est comme ça que j'ai appris. Tu sais, on n'a pas fait de séance de travail pour que. Non, ça s'est fait naturellement. Je rentrais dans son bureau, il me faisait signe, assis-toi, tu sais, puis je m'assoyais, puis je pouvais écouter un grand bout, puis je savais que j'étais en apprentissage intense, là, puis que c'était hyper profitable pour moi, donc pas l'impression de perdre mon temps, puis je savais que lui savait au même titre que je n'étais pas en train de perdre mon temps, puis j'étais en train d'apprendre. Ah, ben, ça me rappelle un peu ce que moi j'ai vécu avec mon père qui était Oui, dans le domaine aussi, mais c'était un classique, là. Tu rentres dans le bureau, puis là, tu écoutes la rencontre, tu l'entends faire des téléphones, tu prends un peu du jargon, de sa façon de c'est ça. parler, puis veux pas, ben, Après ça, tu c'est un poses des bagage qui te questions. reste. Mhm. Après, tu poses des questions. Tu vois, qu'est-ce que ça, c'était quoi exactement? Puis ça, tu t'en allais où avec ça? Pourquoi tu as posé cette question-là? Fait que là, c'était le fun, ça mettait une belle dynamique. Puis je pense que c'est une bonne façon d'apprendre. C'est ceux et celles qui commencent dans cette industrie-là, qui ont la chance d'avoir un mentor, ou même plus qu'un, Ouais. sont privilégiés parce que moi, j'en ai eu plus qu'un. Papa a été mon mentor, mais à travers ma carrière, j'ai d'autres personnes qui ont été hyper influentes sur ma carrière et qui m'ont beaucoup, beaucoup appris et dont je me suis inspiré là, pour me faire mon propre style. Mais d'ailleurs, justement, tu sais, se trouver des mentors, tu sais, autant toi que, tu sais, plein de conseillers chez Mika que moi je connais, que je sais qu'ils en ont trouvé plein des mentors. C'est quoi un peu les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut se trouver un mentor, là? Il vient débarquer, là, je prends mon cas, là, Abitibi-Témiscamingue, déménage à Québec, ça part dans l'industrie comme conseiller planificateur financier, puis il n'y a pas de mentor. C'est quoi les conseils que tu donnerais pour se bâtir son réseau de mentorat, là? Posez des questions, adressez-vous à votre MGA en partant ou à votre directeur si vous êtes dans un réseau d'agences pour savoir qui réussit, qui pourrait justement vous amener quelque chose. Puis ensuite, appelez-les. Les gens habituellement dans cette industrie-là sont très généreux. Vraiment. Alors, moi, c'est ce que je conseille quand il arrive des jeunes et qui me posent la question. Je veux dire, regarde, appelle un tel, appelle un tel, appelle un tel. En faisant des rencontres et en discutant avec ces 3, 4 conseillers-là, tu vas avoir un bel éventail de bonnes pratiques puis des beaux modèles avec qui travailler. Puis, fait que c'est ça. Il s'agit de demander. Puis, je pense que de s'adresser là, à son directeur ou à des VP ou les propriétaires des MGA, ils vont bien vous orienter là-dessus. Gino, Ah, tu l'as bien dit, les gens sont, c'est souvent la jungle qui va nous bloquer, mais Oui, les gens dans l'industrie sont vraiment, vraiment généreux, là. oui, malgré ton background qu'on connaît maintenant, tu as quand même, comme je le disais tantôt, tout le monde commence quelque part, puis tu as connu cette espèce de creux de vague de la oui. première année, qui est quand même commun à plusieurs. Mhm. Comment ça s'est passé, puis comment tu t'es sorti de ça? La pire affaire qui a pu m'arriver, c'est de faire un gros dossier après un an, un petit peu plus qu'un an en service financier, un très gros dossier pour l'époque. Là, on était à ce moment-là en 1992-93, peut-être ouais, début 93. Et puis, j'étais tombé sur un client, une référence d'un client très important. J'avais demandé à un conseiller senior chez Mika de m'accompagner pour faire ce dossier-là à partage de commission, puis on l'avait fait. Alors, c'était une fortune à l'époque pour moi, ce qui a fait que j'ai pas travaillé, j'ai pas travaillé, j'ai travaillé au bureau, mais j'ai pas rencontré de clients pendant 4-5 mois par la suite.
Et je me suis beaucoup amusé. Puis là, à un moment donné, il fallait que je recommence. Et là, j'ai trouvé ça dur. Et ça a donné lieu, ça a été la tempête parfaite parce que là, ben, j'avais plus de référence, j'avais plus de clients, c'était difficile. Puis il y a une cliente qui a appelé au bureau en disant qu'elle avait besoin d'assurance. Ça, là, à l'époque, là, ça n'arrivait pas une fois par année. Déjà là, j'aurais dû me méfier. Et je suis allé là en plein été. Il devait faire 30 quelques degrés avec l'humidité dans le piton, avec mon complet, ma cravate. Je suis monté au 4e étage d'un bloc appartement pour arriver là, commencer à compléter la proposition et tomber au médical où je me suis tout de suite rendu compte que ça ne fonctionnait pas, que la cliente avait de graves problèmes psychologiques, là, mais de graves problèmes psychologiques. Écoute, j'avais plus de place nulle part puis je continuais à noter les médicaments, mais c'était jamais grave, puis en tout cas. Oh, fait que là, plus je travaillais, plus je complétais, plus je savais que ça ne fonctionnerait pas. Et non seulement ça n'a pas fonctionné, mes parents ne comprenaient pas. Puis la pauvre dame, elle a appelé, puis rappelé, puis rappelé. Fait que je me suis dit, en sortant de là, regarde, t'as ce que tu mérites, tu t'es amusé tout l'été. C'est pas ça qu'il faut faire. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai bâti sur le succès. Donc, quand je réalisais des beaux dossiers, j'étais en activité tout de suite parce que j'étais très enthousiaste. J'étais avec énormément d'énergie. Alors, c'était bâtir, développer quand ça va bien. Et pour ne pas justement pogner ce creux de vague-là, là, pour qu'après ça, ce soit hyper difficile Donc, de surfer sur les gros dossiers, sur le succès, au lieu de s'asseoir là-dessus puis dire, bon, c'est fait, C'est ça. je me repose. Je l'ai vraiment vécu, alors ça m'a permis de le partager avec beaucoup de jeunes conseillers par la suite en leur disant c'est tellement facile de monter très haut et de descendre très bas dans ce travail-là. Alors, faut essayer d'être le plus linéaire possible, mais surtout de bâtir sur les succès parce que c'est à ce moment-là que tu es le plus efficace, que tu es vraiment là. C'est le prime Empower. time, là. Oui. Ben, t'es confiant parce que je pense que c'est un métier de confiance, d'estime de Oui, soi, tu sais. c'est Faut que ça. t'entretiennes ces cercles vertueux-là parce que tu closes un bon dossier, là, t'es confiant, ton estime de toi n'a jamais été aussi bonne. Fait que quand le Exact. prochain client similaire ou même un niveau un peu plus complexe, plus élevé, des plus gros dossiers, ben, t'arrives avec une étoffe supplémentaire que t'avais pas auparavant. Puis je pense que tu as besoin de ça pour bâtir de la confiance avec les clients mais aussi de se sentir compétent, parce que c'est facile de se sentir imposteur dans ce métier-là aussi, parce que les dossiers, quand tu montes d'un niveau, deviennent tellement compliqués, il y a tellement de... Là, c'est les avocats, le comptable, le fiscaliste, t'as toute l'équipe qui gère la succession qui peut être présente. Des fois, ça peut devenir quand même assez mélangeant. Fait que quand t'as pas l'expérience de multitude de ce dossier, de dossiers similaires, je pense que tu as besoin d'un peu cette confiance-là pour être capable de les affronter, les dossiers, justement. Oui, puis ça avait été une bonne décision à l'époque de me faire aider au lieu d'essayer de le faire seul, là. Vraiment. De me faire aider parce qu'encore là, j'ai appris à vitesse grand V de ce conseiller-là en travaillant le dossier avec lui. Mais bon, mon problème a été que ça a été Après. beaucoup. Ouais, ça a été le après. Là, ça a été le fun, là, je me suis amusé, mais ça a été très difficile de repartir la roue, puis très pénible de repartir la roue avec des chiffres qui n'étaient pas du tout pareils là, comme ce que j'avais vécu, mais pour me rendre compte que ça, c'est le surplus. Il faut être constamment en activité pour que ça fonctionne. Ça me Ça, c'était la rappelle. fameuse période que tu m'avais déjà conté avec ta conjointe qui avait comme des billets d'avion, puis là, tu pouvais voyager un peu partout. C'était cette période-là? Ouais. Ok. Non, 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 ça, c'était avant ça même. C'est C'était avant, ok. avant ça. Ah oui, c'était avant ça. Écoute, j'avais 22 ans. 22, Hmm. c'est ça, 22 ans quand c'est arrivé. C'est la pire chose qui peut arriver à un jeune, c'est d'avoir trop d'argent. C'est Ouais, pas une ouais, bonne. ouais. C'est pas des Quand amitiés. t'en as jamais eu, là, tu sais, c'est comme, Mhm. c'était un peu spécial, là. C'était un peu Hmm. spécial, mais ça a été le fun. Ça a été quoi la meilleure décision que tu as prise selon toi dans ta carrière? Ça a été de tout abandonner et de déménager à Montréal. Ça a été une décision très, très difficile à prendre parce que
je me déracinais à nouveau. Tu sais, moi, j'ai été élevé Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, déménagé à 14 ans à Québec. Puis là, ben, à 25 ans, j'ai pris la décision de m'en aller à Montréal pour développer les entreprises. Donc, à la fois pour développer sur place Mika, puis développer ma clientèle. Mais je disais adieu à tout ce que j'avais fait déjà dans la région de Québec. J'ai gardé mes clients, puis j'allais à Québec à toutes les semaines ou à peu près, donc ça allait. Mais j'allais redémarrer à nouveau, mais dans un endroit plein de potentiel. Alors, ça a été la grosse décision de ma vie. Puis ça m'a très, très bien servi parce que ça a permis à la fois de développer l'entreprise puis vraiment là, prendre mon envol au niveau de ma carrière comme conseiller financier. Okay. Est-ce que c'était un risque? Ben oui. Comment Oui, tu le définitivement. voyais, comment tu l'entrevois? Parce que c'est gros, tu dis, ben, c'est sûr qu'il y a des clients, c'est Montréal. En même temps, c'était quoi le risque? Ben, le risque, c'était que j'étais loin de tous mes centres d'influence. Je disais quand même adieu Ton à nom ce de que j'avais famille? bâti. C'était pas beaucoup, mais c'était ce que j'avais bâti, puis ça allait bien. Pour recommencer en neuf, mais j'ai été agressif. J'ai essayé d'identifier qui étaient les personnes les plus intéressantes pour moi pour me référer des dossiers. Puis je me suis mis à leur référer des dossiers, à tout faire ce que je pouvais pour envoyer des clients à cet avocat-là, à ce comptable-là, pour qu'à un moment donné, ils se disent, mais c'est qui lui? Parce que je disais, va voir tel avocat, dis que c'est Gino Savard qui t'envoie. Mais à un moment donné, j'ai eu un téléphone. Puis là, Uh-huh. on a dit, j'aimerais ça aller dîner avec toi. Quand ça a fait quelques références que j'envoyais, puis là, bon, ben, ça a été le départ, puis là, ça m'a permis de me faire référer, d'avoir accès à des références de grande qualité, puis là, de démarrer vraiment avec de nouveaux entrepreneurs dans la région de Montréal qui, eux autres, m'ont référé des clients. Puis c'était parti. Ça a été ma façon. À un moment donné, justement, on était dans une formation avec un avocat puis un comptable, puis j'étais assis avec mon père, puis j'ai dit à papa, lui, il va me référer des dossiers. Mon père est parti à rire à côté. Il dit, voyons donc, franchement, ben, il m'a référé des dossiers. C'est encore mon chum maintenant. Il est pas mal proche de la retraite, là. Mais il m'a référé des dossiers. C'est ce que j'ai fait. Moi, j'y en ai envoyé tant et aussi longtemps qu'il ne m'appelle pas. Fait que ça a été ma façon de procéder. Ben, je trouve que c'est peut-être un des meilleurs conseils qu'on peut pas avoir, là, si tu veux te bâtir un réseau d'influence, c'est de commencer à donner. T'sais, en donnant, là, puis en plus, tu leur apportes la business, fait qu'il te rapporte un client, du revenu potentiel, ça va être des références tantôt. C'est la meilleure façon de te faire remarquer parce que de l'appeler puis de dire, bon, ben, moi, je suis un conseiller dans ce secteur-là, voici ma spécialité, peux-tu m'envoyer de la business? Je connais pas grand conseiller qui m'a expliqué que ça a été une méthode à succès, là. Non, puis je mettais autant d'efforts, sinon plus, à essayer de trouver des clients que je pourrais référer à cet avocat-là puis à ce comptable-là que à essayer de trouver des clients parce que je me disais, par eux autres, il va m'arriver le genre de client avec lequel je veux travailler. Donc, Ouais. et c'est ça qui s'est passé. Ouais, puis on dirait que ça revient aussi, tu sais, on le disait, la roue tourne, donc tu sais, c'est donnant, donnant, puis c'est un peu le même principe de, à un certain niveau, tu peux pas faire d'argent sans dépenser de l'argent. Donc, tu sais, c'est Hmm. la même chose dans, OK, mais il faut que tu investisses dans certains systèmes, peut-être pour aller recruter, ou encore une adjointe, on en a parlé beaucoup sur le podcast, fait que tu sais, à un certain moment, il faut donner pour recevoir, puis c'est ça ta technique, en fait. C'est Oui. sûr que ça fonctionne. Ah oui. Puis c'est ça. Moi, ça a été de mettre, j'avais pas d'argent, mais j'avais du temps. Donc, Oui. Ouais. j'ai mis énormément de temps puis d'efforts pour être en mesure de leur apporter, de leur donner, puis qu'ils se questionnent, voir c'était qui ce jeune-là là, qui leur référait des clients comme ça. Est-ce que ça t'a pris des mois, des années avant de recevoir un coup de téléphone de retour? Ça a dû prendre, ça a pris presque un an. Hmm.
Et c'est Mais je bon, là, tu savais sais, rester motivé pendant un an, là, de ah toujours ouais. continuer à s'investir dans cette relation-là qui est en fait qui est unilatérale pour l'instant. Là, pendant un an avant qu'ils se crée vraiment une relation des deux côtés. Euh, tu sais, pas la Ça persistance, serait mais de, tu sais, ça serait de mentir de dire que moi, j'ai pas fait ça pendant cette année-là. Là. J'ai eu des bouts où je non, trouvais non, ça je normal. me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Tu sais, de m'en venir à Montréal, là, c'était très, très, très difficile. Je connaissais personne. C'était vraiment, vraiment très difficile, mais je me disais, je suis rendu là. Alors Mhm. maintenant, j'ai pas le choix, c'est all-in. Faut que je fasse tout ce que je peux, puis par ce réseau-là, ça va prendre son envol. Alors, je continue, j'ai pas le choix. Mais j'ai passé, je me rappelle très bien plein de hauts et de bas pendant ma première année à Montréal, mais par après, j'ai plus jamais regardé en arrière. On va avoir un peu vécu les deux, là. Tu sais, t'as partir de zéro à Québec, puis repartir à Montréal. Ouais. En ayant connu un succès qui était relatif à Québec, est-ce que tu penses que ça aurait été plus facile de partir de zéro à Montréal dès le départ ou d'utiliser ton expérience acquise que tu avais à Québec te donnait un peu le tremplin pour accélérer ta croissance à Montréal? Il n'arrive rien pour rien, Félix. Tu sais, l'expérience de Québec m'a vraiment beaucoup aidé. Euh, m'a fait réaliser qu'il fallait que ça fonctionne par le succès en services financiers, c'est le référencement. Donc, tant que tu n'as pas beaucoup de clients qui, eux, te réfèrent de leur entourage, ben ça te prend des professionnels. Puis l'idéal, c'est de les multiplier, pas multiplier en ayant 10 comptables. Non, parce que si tu as 10 comptables, il n'y aura pas de réciprocité. Tu ne pourras pas donner Ouais. puis nourrir 10 relations au niveau comptable, mais d'avoir un bon avocat, un bon comptable, un bon notaire, peut-être quelqu'un en immobilier que tu peux nourrir, à qui tu peux envoyer des références intéressantes, puis que tu peux te consacrer dans ces relations-là, ben ça, en plus de tes clients, ben ça, ce que ça permet, c'est que cette carrière-là, une fois qu'elle est lancée, c'est comme le petit castor, là. Vous ne connaissez pas ça, vous êtes trop jeune, là, mais Ah, c'est moi, une ça me émission. dit quelque chose. Moi, je sais de quoi tu parles. Une fois que c'est lancé, il n'y a rien qui peut arrêter ça. Là. Voilà. Les conseillers, les conseillers seniors chez Mika, c'est pas compliqué, ils ont tous trop de clients. À partir du moment où ça fonctionne, puis que tu deviens la référence en finance pour ton client, dès qu'il pense à quelque chose de finance, il t'appelle. Il y a du monde qui peuvent trouver ça drôle de se faire appeler. Je loue ou ben j'achète mon char. Je devrais-tu acheter cet immeuble-là? Je devrais-tu prendre telle décision? Mais c'est du pur plaisir que ça arrive. Ça veut dire que tu es la référence Ouais. pour ces Ouais. gens-là au niveau financier. Alors, au même titre que quand ils vont discuter avec un ami puis qui va se poser une question financière, il va dire ben, hey, pourquoi tu n'appelles pas Félix? Pourquoi tu n'appelles pas Gino? Moi, quand j'ai un problème ou quand je me questionne sur quelque chose au niveau financier, je l'appelle. Fait que ça, là, tu deviens la référence, puis c'est parti. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours rendu vraiment fier. Un client qui m'arrivait avec une problématique dans lequel j'avais pas nécessairement un réseau de référence ou de contact. Fait que, mettons, il veut s'acheter un nouveau véhicule puis il hésite entre tel et tel véhicule. Ben, de faire une recherche sur Internet, d'appeler deux, trois personnes, dire, hey, tu devrais appeler cette personne-là. Lui, il va pouvoir t'aider à choisir entre ta Subaru ou ta Civic, lequel des deux tu préfères. Il connaît ça, il a tel garage, il est spécialisé, etc. Puis, ça fait des petits, tout le temps. Ça m'a jamais nuit. Jamais, jamais. Mais non, c'est aider. C'est aider Mhm. dans tout ce qui touche aux finances, puis pour les gens, pour quelqu'un qui est pas entrepreneur, qui est salarié, c'est les grosses décisions financières de sa vie, Ouais, c'est la maison, la voiture, c'est ça qui sont les grosses décisions financières. Alors, c'est important d'être là et de pouvoir leur donner un coup de main à ce moment-là. vraiment. Tu es président chez Mika. Maintenant, tu as aussi ton cabinet. Euh, Parle-nous un peu de ça, de comment c'est arrivé, puis qu'est-ce que, tu sais, pourquoi t'as un cabinet également, tu sais? Qu'est-ce que ça complète pour toi, peut-être? Ben, c'est ça, c'est ce que j'ai dit dès le départ, c'est que, bon, mais
je travaillais 35 heures par semaine, mais pour moi, c'était pas assez comme revenu. C'était vraiment pas assez comme revenu. Alors, mon père, il m'a dit, bon, mais c'est facile, rencontre des clients. Alors, je me suis mis tout de suite à rencontrer des clients et, on a développé, on est quand même une entreprise, Mika, qui a eu une forte croissance continue pendant beaucoup, beaucoup d'années. Donc, entreprise en forte croissance, ben, ça veut dire qu'il faut la financer, cette croissance-là. Donc, on n'a jamais nécessairement roulé sur l'or au niveau financier. Je n'ai jamais pris beaucoup Tu beaucoup de laissais ça petits dans la salaires. business. Alors, je laissais tout ça dans le business. Alors, moi, pour que ma famille puisse bien fonctionner, ça me prenait un autre job qui était de développer ma clientèle et je l'ai toujours fait. Donc, ça a vraiment été pendant plus de 20 ans, ma famille, les besoins de ma famille ont été comblés par ma clientèle. Donc, j'avais 2 travails que je faisais concurremment puis qui m'ont permis de bien me développer. Alors, à un certain moment donné, ben, j'ai incorporé ma pratique, puis j'ai créé mon cabinet. Fait que c'est pour ça que j'ai mon cabinet maintenant. Puis, bon, mais étant un entrepreneur, puis en ayant beaucoup de facilité à discuter puis à comprendre la réalité de l'entrepreneur, bien rapidement, c'est là que je me suis concentré. Donc, les clients avec lesquels je travaille, c'est des... Bon, il y en a que c'est mes amis proches, puis ils ne sont pas entrepreneurs, mais la majorité, la grande, grande, grande majorité de mes clients, c'est des propriétaires d'entreprise. C'est avec eux que j'étais confortable, c'est avec eux que j'avais vraiment, vraiment beaucoup de plaisir. Alors, je me suis concentré là-dessus là, pour toute ma carrière. Puis qu'est-ce qu'il y a de particulier avec ce public-là? Tu te dis, moi, c'était mon... En fait, c'est parce que toi-même, tu es entrepreneur, mais outre ça, il y avait autre chose. C'est que je comprends, très rapidement, je comprenais leur réalité. Je savais à quel point ils étaient isolés. La majorité des propriétaires de PME, ils sont seuls. Ils ne peuvent pas, s'ils parlent à la maison avec leur conjointe de la situation de l'entreprise, ils vont créer des C'est problèmes stressant. parce qu'ils vont stresser encore plus le conjoint, la conjointe. S'ils parlent à leurs amis, ben là, il faut qu'ils aient la chance d'avoir des amis assez proches avec lesquels ils peuvent se confier puis qui vont comprendre la réalité puis pouvoir amener de quoi de constructif. Donc, le propriétaire d'entreprise, la seule personne avec qui il peut parler d'habitude, c'est l'avocat ou le comptable. Puis après, il reçoit une facture. Fait que c'est pas nécessairement facile, mais le conseiller financier, avoir un conseiller financier avec lequel tu peux échanger sur la nature de tes problèmes, même si bien des fois, j'avais dans des secteurs pointus au niveau de mes clients, je ne comprenais pas nécessairement tout ce tout ce qu'ils pouvaient me dire, mais juste de me parler, de pouvoir ventiler, sortir le jus. J'ai des clients qui m'ont parlé pendant des heures des problèmes qu'ils vivaient dans leur entreprise, puis je trouvais le tour bon, juste de les réorienter, de les aider à réfléchir de façon structurée. Puis ça leur a beaucoup apporté, comme ça m'a apporté à moi. Mais au moins, je comprenais ça, qu'on est tout seul. T'sais, moi, j'étais chanceux, j'avais papa. Ouais. Donc, on était deux. Mais mon père tout de suite, comme je suis arrivé dans l'entreprise, m'a dit, ça n'a pas de bon sens, comment est-ce que tu me fais du bien? Parce qu'enfin, j'ai quelqu'un avec qui je peux discuter de l'entreprise. Je n'ai pas ça. Et la majorité des PME, c'est des propriétaires uniques. Donc, dans ces situations-là, ils ont besoin de parler à quelqu'un, puis le conseiller financier, il est tout désigné pour être cette personne-là qui comprend, puis qui leur permet de ventiler, puis de discuter de Concrétiser leur projet aussi. aussi en amenant des solutions constructives, puis des idées, puis encore là, en faisant appel à des réseaux de contacts, autant au niveau financement parce que, bon, mais cash is king en entreprise, puis tout passe par là. À un moment donné, tu es en croissance. Si ça va bien, ben, tu as besoin d'argent parce que ça va bien pour développer. Si ça va pas bien, ben, tu as besoin d'argent pour passer la mauvaise vague, puis tu penses tout le temps que tu vas t'en sortir parce que c'est ça, être entrepreneur, tu crois jusqu'à la mort à ton projet. Alors, le conseiller financier qui est bien outillé, qui a un bon réseau, est capable de seconder ses clients là-dedans.
C'est une des choses que j'aime que tu dis, c'est que tu t'es toujours investi dans tes relations, dans tes projets. Puis je pense que comme conseiller financier, le fait d'avoir comme plusieurs clients entrepreneurs, ben quand t'en as un qui te parle de ses problèmes, ben tu peux relate parce que tu as déjà entendu des problèmes. Tu sais, ça va avoir une tournure différente, le problème va venir d'ailleurs, mais le problème souvent reste un peu similaire. Fait qu'après ça, ben, d'être capable de les orienter, puis comme tu disais, là, de par les réseaux de contacts, des fois, là, ce qu'ils ont besoin, c'est juste d'être orienté avec quelqu'un qui a déjà passé par là, mais ça fait pas 10 ans, puis qui est pas rendu à 10 fois plus de chiffre d'affaires, qui est à peu près au même niveau, mais qui vient juste de marcher dans la trace que lui s'enligne pour mettre le pied, puis va être capable de le conseiller sur qu'est-ce que lui a fait. Fait que des fois, juste de faire ces connexions-là, comme conseiller, on est comme le professionnel tout désigné pour mettre ces gens-là en relation. Exactement. Puis là, on parle d'entrepreneur, mais au même titre que d'accompagner son premier client qui prend sa retraite. Ouais. Puis après ça, un deuxième. Tu n'es plus le même conseiller. Là, tu ne Non. parles pas juste de placement puis de placement puis de revenus. C'est OK, tu veux prendre ta retraite, tu vas faire quoi? Tu te lèves le matin, là, c'est samedi à tous les matins. Là. Qu'est-ce que tu fais? Ah Tu oui. penses que tu vas y tomber ses nerfs à ta blonde si tu es là tout le temps, là, parce que tu étais toujours à l'extérieur avant? Prépare-toi. Tu vas faire quoi? Peut-être que tu peux commencer à prendre une semi-retraite. Peut-être que tu peux te trouver quelque chose à faire. Peut-être que tu as en masse de hobby et de bénévolat que tu veux faire, puis ça va être correct. Mais ça, c'est aussi important que l'argent. Puis les conseillers, ben, plus ils accompagnent de clients à la retraite, meilleurs ils sont après pour aider à bien préparer cette étape-là de vie avec avec leur autre client qui arrive. Là. Ah, vraiment. Vraiment, vraiment. Puis on parle, là, on est rendu à la retraite, là. Toi, t'es pas là encore, Gino. Non, 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 OK, non, 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 rassure-nous. Puis non. là, on va parler donc de l'autre génération, parce qu'on a effleuré le sujet un petit peu, mais cette passion-là que tu transmets juste par ta voix, tu l'as transmise à tes enfants. En tout cas, à deux de tes trois enfants. Ben, le troisième a 18 ans. Là, Ah, il vient de finir, il termine cette semaine sa première année de cégep. en Il est réflexion. en profil finance au cégep. Il est très intéressé par l'entreprise lui aussi, sauf que je n'ai pas mis de pression à aucun de mes enfants. Moi, je veux qu'ils soient heureux. Alors, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Puis, j'ai eu la chance de les avoir quand même pas trop vieux. Alors, j'ai dit aux deux premiers, faites ce que vous voulez, je serai votre plan B si ça ne fonctionne pas. Moi, je veux juste que vous soyez heureux dans la vie. Puis bon, ben, les deux premiers maintenant sont là, travaillent avec moi. Je suis très, très fier de ça. Puis c'est le grand défi, dans le fond, il me reste peut-être 12-13 ans. Là. Je me vois à 65 ans lever le pied, là, vraiment laisser le contrôle là, aux enfants. Alors, il me reste une douzaine d'années parce que je vais avoir 53 cet été pour travailler ça. C'est le prochain gros défi de ma carrière de bien transmettre puis qu'il puisse poursuivre, mais ça va bien vraiment. Mais tu le Autant Rebecca disais, qu'Yann, ils sont heureux puis ils sont motivés, alors je ne suis pas inquiet. Là. parce que tu parlais de toi quand tu t'es intégré à l'entreprise, très jeune avec ton père, puis comment c'est un couteau à double tranchant parce que, tu sais, il y a des gens autour qui perçoivent ça d'un drôle d'œil. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as fait différemment avec tes enfants pour faciliter l'intégration, pour les accompagner? C'est drôle parce que en tant un papa, là, puis sûrement une maman, là, mais en tout cas, pour ma part, là, moi, c'était qu'est-ce que je peux faire pour les isoler face à tel problème que j'ai rencontré? Ouais. Comment est-ce que je peux les protéger pour pas que ça se reproduise? Puis la vie, comme l'a dit Félix tantôt, c'est un beau grand cercle. Ouais. Ils revivent la même affaire, ils se repassent les mêmes choses. T'as bien beau dire non, ça c'est sûr, ça ne leur arrivera pas parce que je vais faire telle chose. Non, ça arrive pareil. Alors, on a bien beau vouloir. Je crois que c'est un passage obligé. Quand tu travailles dans l'entreprise familiale, tu as à vivre avec le regard, la jalousie, le jugement d'autrui. Puis bon, ben, si tu n'es pas fait assez fort, tu ne réussiras pas.
Donc, c'est pas tout rose travailler, reprendre Non. l'entreprise familiale, mais c'est pas tout noir non plus. Chaque, chaque façon de faire a ses plus et ses moins. Puis c'est un passage obligé que de faire face à ça. Puis c'est à eux à dealer avec. J'ai tout fait ce que je pouvais, mais les mêmes choses se reproduisent. Ouais. Ça qui arrive, c'est que c'est un bon moment pour se forger leur caractère, mais en même temps, tu peux pas le faire à leur place, effectivement. Non. Puis ils prennent leurs décisions, puis ils sont responsables de leurs décisions, mais en tout cas, je suis pas mal fier. Je suis pas mal fier de la façon dont ils se comportent jusqu'à maintenant. Puis je pense bien que l'avenir de Mika est en de bonnes mains. Là. Franchement, j'ai de la belle relève qui s'en vient. Est-ce que tu vois dans la nouvelle génération de conseillers des choses qu'ils font qui t'impressionnent, ou tu sais, des nouvelles techniques, des nouvelles façons de faire qui vraiment avoir eu ça, toi, ça aurait été ton choix, ça aurait changé Ben, quelque chose. moi, je vous annonce que on travaillait en DOS. Moi, je suis arrivé en service financier avec encore des cahiers de taux, là, puis on commençait à Mhm. travailler on commençait à être informatisé au début des années 90. Internet n'existait pas. Écoutez, c'était un autre monde, là. Maintenant, ben, comme il manque terriblement de conseillers financiers, ça prend des gens efficaces. Il faut qu'ils incorporent la technologie à leur pratique, mais en n'oubliant pas l'humain, en étant centré sur l'humain. Donc, les nouvelles générations qui arrivent, je les trouve beaucoup plus équilibrées que nous autres. Moi, je suis une génération X où, on était peut-être un peu plus orienté à ne faire que travailler. Là. Puis je trouve que les nouvelles générations sont beaucoup plus équilibrées que nous. Euh, je leur souhaite d'être encore plus heureux que nous autres, on l'a été dans la génération passée. Mais c'est le fun qu'ils s'écoutent, qu'ils ne fassent pas de compromis sur le fait d'avoir du temps pour eux, prendre le temps pour s'entraîner, pour être en forme, qui sont très importants pour garder l'équilibre puis avoir du succès dans leur carrière. Alors, je suis très admiratif face aux nouvelles générations. Je trouve que, bon, ben, oui, il incorpore la technologie. On n'avait pas de technologie. Moi, la technologie, j'avais pas un cheval pour aller voir mes clients, c'était un char, là. C'était c'était Ouais. mieux qu'avant. Puis, à la différence de mon grand-père, ben, mes clients passaient pas pour payer le prime mensuellement en cash avec un grand livre là, pour noter ça. Tu sais, Aïe, ma aïe. carrière de conseiller financier avait quand même évolué depuis grand-papa par rapport à moi. Moi, je trouvais que c'était hyper futuriste, là, mais c'est ça. Là, maintenant, on est rendu à la prochaine génération, puis c'est un autre monde déjà, mais il y a un manque flagrant, on manque de conseillers financiers au Québec, puis il faut que la technologie fasse partie, soit là pour aider, pour supporter le conseiller, parce que sinon les gens n'auront pas de conseils. C'est ce Mhm. qui m'a motivé, entre autres, à participer à l'aventure avec Félix, avec Emma, parce que ça prend des façons différentes de servir certaines strates de clients qui seront pas ou plus servis Ouais. dans le futur rapproché parce qu'il n'y a simplement pas assez de conseillers. Mais ça qui arrive, c'est que la technologie, souvent, il y en a qui vont en avoir peur, mais c'est un outil comme il y a déjà eu des outils dans le passé, comme il va en avoir d'autres, puis des plus puissants encore que ce qu'on voit aujourd'hui en termes de technologie, mais ça reste, comme tu l'as dit, c'est un métier qui est humain. Et c'est pas tout le monde qui veut acheter son produit financier en ligne, puis moi-même, je les comprends. C'est des produits qui sont complexes. Puis notre situation, on veut pas, quand on la regarde, puis qu'on fait abstraction de tout le reste de la société, est unique, est personnelle à nous. Fait on veut être compris dans cette relation-là, mais d'initier un processus de façon plus numérique, tu sais, que ce soit par Emma sur un processus que je pourrais l'acheter complètement en ligne ou avec un conseiller qui va faire un appel en vidéoconférence, que je vais cliquer sur une publicité, que je vais remplir un formulaire en ligne, que je vais interagir avec lui, avec la technologie pour rendre le tout efficace. Ça permet non seulement au client d'améliorer sa qualité de vie, parce que je pense que ça, dans l'histoire du domaine, recevoir un conseiller chez toi ou te déplacer chez un conseiller, euh,
c'est bien quand la relation est bien bâtie, puis ça devient une relation d'amitié. Mais au début, il y a un peu une petite gêne qui s'installe, puis on n'est Mhm. pas 100% à l'aise. Il faut que la relation se crée, mais elle se crée soit avec un déplacement ou dans ton intimité à toi comme client. Puis ça, fait que de l'initier avec la technologie, ça rendrait tout le monde plus à l'aise un peu. Tu sais, c'est pas lourd d'aller juste cliquer puis fermer l'appel si jamais on n'est pas satisfait de ce qui se passe, de juste l'interrompre. C'est pas mal plus difficile de demander à la personne de se lever de ta table puis demander de quitter la maison. C'est différent. Puis d'un côté conseiller, ben de son côté à lui, tu parlais de l'équilibre de vie. Sans technologie, je pense pas que la nouvelle génération de conseillers, avec l'ampleur, la charge de travail qu'il y a sur les épaules des nouveaux conseillers, sont en mesure de maintenir une qualité de vie tout en maintenant un niveau de revenu euh, qui est ambitieux, mais acceptable dans le domaine. Et avec toutes les exigences supplémentaires qui sont présentes pour protéger le public, s'il n'y a pas de technologie, écoute, il manque de conseils, il en manquera encore plus. Ce sera pas le métier le plus invitant. Fait que quand on regarde tout ça, je trouve que la technologie, c'est un super de bel outil, mais de penser que les gens vont tout acheter en ligne, tu sais, nous, on le voit là, sur Emma, là, c'est 1% des gens qui vont compléter une transaction en ligne. Les autres, là, ils veulent parler à un humain. C'est ça par téléphone, vidéoconférence, en personne. Ils veulent juste initier un processus en ligne, dans le confort de leur foyer, en écoutant leur émission préférée. Après ça, c'est le professionnel qui gagne. Parce que c'est une relation qui est humaine à la base. Exactement. Exactement. Gino, merci beaucoup de ton temps. J'ai un scoop. Prochain épisode, on reçoit ta fille. Alors, Ah ouais? on en a jasé un tout petit peu, puis ben, on va avoir droit à son histoire et tout. Donc, bien, bien hâte. Puis, mais ça a été extra enrichissant. Merci infiniment. Ben merci. Merci beaucoup. Puis vous allez avoir du fun avec ma fille. Vous allez voir qu'elle déplace de l'air. Ça, on va voir l'autre côté de la médaille. Là. C'était comment Oui. travailler avec Oui, ton père, vous etc. allez voir que la pomme n'est pas Parfait. tombée trop loin de l'arbre. On n'en doute pas. Merci. Oui, Merci, merci Gino. beaucoup. Bye tout le monde.